Nous sommes de retour pour cette troisième présentation donc de Floa, le nouveau nom de Banque Casino. Donc, Virginie Lange, qui est responsable du service Data Science de Floa, accompagnée de Vincent Gallman, qui est également Data Scientist, qui vont nous parler de la mise en œuvre d'un processus automatisé du suivi des cycles des modèles prédictifs des incidents de paiement. Voilà, donc des méthodes basées sur le scoring avec des problèmes de dérive et de déformation de population. C'est à vous. Merci. Bonjour, merci à tous d'être avec nous malgré les difficultés sur le monde actuel et les connexions. Aujourd'hui, nous vous proposons d'exposer une méthode que nous avons mise en place chez Floa pour répondre à la question vraiment d'actualité qui est comment faire pour garder des modèles. Voilà, je ne sais pas si on m'a entendu au début. Donc, ce que nous allons vous présenter, c'est la méthode qu'on a chez Floa Bank pour répondre à la question comment créer et maintenir des modèles prédictifs qui soient efficaces dans un environnement incertain, mouvant et même inconnu aujourd'hui, puisque le passé ne se répète plus aujourd'hui. L'idée principale, c'est de vous exposer les mises en pratique de processus répétitifs et de processus automatiques surtout, comme le machine learning, l'A/B test, le drift de modèles, etc. Voilà, dans le cadre de challenge de data. Une présentation rapide, donc je suis Virginie Lange, je suis donc responsable de la data science chez Floa Bank depuis maintenant plusieurs années. J'ai une carrière dans la data et spécialisée dans la banque. J'ai d'abord travaillé sur des statistiques plutôt axées finance, puis au service du marketing avec une spécialisation sur la stratégie client. Et aujourd'hui, chez Banque Casino, devenue Floa Bank, je suis responsable de la data science dans tous ses usages pour tous les métiers de la banque. Je suis accompagnée de Vincent. Bonjour. Enchanté. Je ne sais pas si ça marche très bien. Si, c'est bon. Du coup, moi, je suis data scientist chez Floa Bank depuis 1 an. Et précédemment, j'ai été data scientist senior à la Banque Postale et j'ai commencé en tant que consultant chez Epsilon France. Et donc maintenant, on va plutôt passer à une introduction. Donc je laisse Virginie vous présenter un peu qui est Floa et après je vous présenterai pourquoi nous avons choisi ce sujet. Donc Floa, en quelques chiffres, nous avons aujourd'hui plus de 3 millions de clients qui sont porteurs de cartes bancaires pour 800 000 d'entre eux. Nous sommes aujourd'hui les leaders du marché sur le financement fractionné. Nous travaillons avec des fintechs et aujourd'hui, on a près de 300 collaborateurs dans nos équipes. Chez Floa, l'idée, c'est de faciliter le quotidien. Nous proposons des cartes bancaires, comme toutes les cartes bancaires qu'on peut trouver dans les banques traditionnelles, avec les options d'Apple Pay, de gestion dans l'app, de cashback, etc. Des solutions de financement, à la fois pour des crédits de consommation, des mini-prêts instantanés, de la location longue durée, et aussi une panoplie d'assurance, assurance à la personne et assurance IARD. L'idée, c'est de faciliter le paiement. Le paiement doit être une solution. Nous travaillons actuellement avec une centaine de partenaires en B2B pour des solutions de paiement N fois directement sur les sites. Nos principaux partenaires, ou en tout cas les plus marquants, c'est Discount, Oscaro, Mr Fly, et on en a plein d'autres puisqu'ils sont plus de 100. Donc maintenant que vous connaissez un petit peu Floa Bank, l'idée, le cas d'usage qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est justement le challenge permanent qu'on a sur les modèles prédictifs. Chez Floa, au quotidien, dans la data science, on travaille pour tous les métiers, que ce soit le marketing, le risque, le commerce. On fait des modèles prédictifs pour tout type de travail, d'arguments ou de métiers. Le cas d'usage aujourd'hui, c'est le score d'octroi de crédit. Donc, est-ce qu'on octroie un crédit ou pas au client en fonction de la prédiction qu'on peut avoir sur son risque de solvabilité? Et je laisse la parole à Vincent qui va nous présenter ce cas d'usage.
Donc en effet, pourquoi ce sujet? En fait, comme vous le savez, dans la région, on dit que le vin se bonifie avec le temps. Contrairement à ça, les modèles prédictifs de machine learning, eux, perdent de leur pouvoir prédictif avec le temps. Alors, tout dépend du type de score auquel on fait face. De manière générale, on a tendance à dire qu'un modèle a une durée de vie limitée de 1 an, mais voilà, tout dépend un peu de la problématique. Et donc, comment on pallie à ces problèmes-là, et qu'est-ce qui peut causer en fait ces problèmes dans les modèles prédictifs? On peut avoir en fait une déformation de la population entrante. Les gens qui rentrent en relation avec nous ne sont plus les mêmes que ceux d'hier. Ou on peut avoir également des facteurs exogènes comme le Covid-19, malheureusement, comme on est en train de le vivre, et donc qui peuvent perturber les prédictions de nos modèles. Comment pallier à ça? On a 3 armes qu'on va vous détailler dans le reste de la présentation. C'est, dans un premier temps, la détection de ce qu'on appelle le drift, donc je vais y revenir par la suite. On fait ensuite ce qu'on appelle du réapprentissage automatique ou AutoML. Et enfin, on passe par une phase d'A/B testing pour vraiment quantifier le gain de la mise à jour de nos scores. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, vous détailler un peu quel est le process de score habituel qu'on fait chez Floa, mais qui fonctionne aussi pour tout le monde. Donc, quel est le flow classique d'un score quand on veut mettre à jour un score data? Tout simplement, dans un premier temps, il faut cadrer un peu le sujet et faire le point de quelles données on a à dispo pour pouvoir faire nos modèles, quel historique, quelles données, est-ce qu'on fera de l'enrichissement ou pas avec des données externes, de l'open data. Alors j'ai mis en bas une idée à peu près du temps qu'on passe sur chacune des parties. Et donc la deuxième partie, bien évidemment, et qui est une des plus importantes, c'est de bien définir sa cible, quelle est la cible, qu'est-ce qu'on souhaite modéliser, quel est l'événement et surtout à quel horizon. Et ça peut faire l'objet d'une analyse au préalable pour vraiment modéliser ça. Et en général, ça nous prend à peu près 15% du temps. Donc c'est des KPIs un peu génériques, ça dépend très clairement du sujet. Et enfin, ce qui nous prend vraiment le plus de temps dans la phase de modélisation, c'est le pre-processing, c'est-à-dire le calcul d'indicateurs pertinents, la gestion des valeurs manquantes, des valeurs extrêmes ou des modalités qui peuvent être déséquilibrées avec des événements plutôt assez rares. Et bien évidemment, on finit par la partie algorithmie dans laquelle nous devons fine-tuner avec les paramètres en faisant du grid search, en choisissant nos modèles et bien évidemment en backtestant tout ce qu'on fait. En fait, on teste notre modèle sur le passé pour s'assurer que tout est bon. Et donc, nous, chez Floa, on utilise le logiciel Dataiku, enfin DSS plutôt, qui vient de Dataiku. Et voilà un peu le type de flow, à quoi peut ressembler l'ensemble du process que je viens de décrire. Voilà, c'est un flow classique pour nos problématiques de score d'octroi, de risque crédit. Donc, comme je le disais, on va parler du drift. Qu'est-ce qu'on appelle le drift et comment on le détecte et comment on y remédie? De quoi on parle? Il y a 2 types de drift possibles. C'est ce qu'on appelle le concept drift. Le concept drift étant en fait l'évolution des propriétés statistiques de la variable cible. Donc là, on parle vraiment de la variable cible. Et si je vous donne un exemple, imaginons qu'on a lancé une appli pour lesquels on cherche à détecter des spammers. Par le passé, on disait que quelqu'un qui est spammer, c'est quelqu'un qui a un nombre de messages envoyés supérieur à 5. Et au cours du temps, on a développé finalement un chatbot. Et ça va déformer en fait notre variable cible parce que les personnes qu'on va considérer comme spammers, ça ne sera plus des gens qui ont des messages supérieurs à 5, mais plutôt 50 parce qu'avec un chatbot, on discute beaucoup plus. Donc, ce n'est pas forcément le type de drift qu'on rencontre le plus. Celui qu'on va rencontrer le plus et qu'on va chercher à détecter, c'est le data drift. Le data drift, lui, contrairement à l'autre, ce n'est pas l'évolution des propriétés statistiques sur la variable cible, mais plutôt sur les variables qui vont va nous aider à expliquer l'événement. Et donc, comment on détecte ça? En fait, on va tout simplement comparer les variables lors de l'apprentissage de nos modèles
et on va comparer ça avec des nouvelles données, des données beaucoup plus récentes. Et donc, comme je viens de le dire, comment on le détecte? Donc on compare les deux types de données. Et là où il faut faire attention, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un data drift important que pour autant le modèle va se dégrader. En effet, là on le voit sur le graphe qui est présenté. En abscisse, on a le drift du modèle, donc comment les données ont bougé dans le temps et c'est celles qui ont servi au modèle. Et en ordonnée, c'est l'importance des variables dans le modèle initial. Et donc, comme on le voit ici, le point qui est en haut à droite, eh ben, c'est un drift qui est ultra important parce que la variable, elle est très à droite, donc elle a drifté, mais elle est très haute, elle était aussi très importante dans le modèle. Donc là, on peut s'inquiéter parce que ça va dégrader les performances de notre modèle. A contrario, un fort drift, comme celle d'en bas à droite, elle a beaucoup bougé, la variable, et pour autant, comme elle n'était pas très importante dans le modèle, c'est pas pour autant que notre modèle va se dégrader. Donc, en fonction de ce qu'on observe ici comme drift, eh ben, on peut se faire en sorte, et c'est ce qu'on fait chez nous, se faire en sorte d'avoir une alerte email qui nous dit attention, vos données ont bougé, il est peut-être temps de mettre à jour votre modèle. Et c'est là qu'intervient le réapprentissage automatique. Qu'est-ce que c'est et dans quel but? C'est justement une fois qu'on a détecté du drift, mais pas seulement, on est amené à mettre à jour nos modèles. Et donc, comment le faire de manière automatique? Habituellement, l'apprentissage, on le fait en M0, voilà, on l'a fait sur une certaine période. Et le réapprentissage automatique, on va essayer de définir une récurrence sur laquelle on va mettre à jour nos modèles. Et on va, en fait, alors là, j'ai mis à M+1, donc un mois après, on va chercher à regarder, en décalant juste de notre période d'apprentissage, on la décale au fur et à mesure d'un mois, et on va regarder les différentes métriques qui sont le lift, l'AUC, voilà, tous ces indicateurs-là de performance, et on va les comparer, et on va se dire, si les métriques sont meilleures que celles de notre apprentissage, il est peut-être temps de déployer ce nouveau modèle. Donc on peut faire ça donc, dans le temps, et on compare au fur et à mesure. Alors là où on peut être rassuré, nous, en tant que data scientist, c'est qu'on a quand même encore un peu de l'intérêt là-dedans, parce que le réapprentissage automatique est bien intéressant. En revanche, il y a certaines fois où il est important, pour éviter d'avoir un biais dans notre apprentissage, d'y mettre un peu notre expertise dedans et ne pas laisser tout faire de manière automatique. Parce que voilà, on a eu, nous, quelques cas qui ont fait qu'au bout d'un moment, on avait un biais justement d'apprentissage parce qu'on ne faisait que accepter toujours le même type de personnes et que voilà. Donc c'est vraiment l'intérêt de cette partie-là, c'est vraiment de mettre à jour nos modèles en décalant notre phase d'apprentissage. Et donc, une fois qu'on a détecté le drift, on a réappris notre modèle. Pour encore plus se rassurer, on peut passer à la phase d'A/B testing. Alors qu'est-ce que l'A/B testing? Je vais déjà reparler de base. Qu'est-ce que c'est? C'est un processus statistique qui nous permet de comparer, de mesurer un impact qu'une modification peut avoir par rapport à une situation de référence et sur un critère bien défini. Alors, je vais prendre plutôt qu'une définition bateau comme ça, on va prendre des exemples. Un exemple d'actualité, mesurer l'efficacité d'un vaccin, mesurer l'efficacité d'une campagne marketing ou d'un nouveau site web, et dans notre cas, d'un nouveau modèle. On a besoin pour ça d'une situation de référence qu'on appelle group control, d'une situation où on a fait une modification qu'on appelle le treatment, et on va comparer ça sur des metrics. Donc là, je vous donne les différents exemples. Comparer le fait de ne pas avoir de vaccin versus avoir un vaccin, et on regarde par exemple le taux de positivité ou le taux de guérison. Enfin, on choisit la métrique qui nous intéresse, et nous particulièrement, on peut voir du coup tester un ancien modèle versus un nouveau modèle et voir si, dans notre cas d'usage, le taux de risque est plus ou moins important. Est-ce que notre modèle fait mieux? Et donc, à quoi en fait il sert vraiment dans le machine learning? C'est vraiment en fait pour tester si notre modèle il est bon sur des données qu'on appelle online, des données actuelles, parce que en fait, nous, quand on fait de l'apprentissage, on se base sur des données du passé, et rien ne nous dit que le comportement du passé sera celui d'aujourd'hui. Et donc, du coup, ce qu'on peut faire en place, le principe de l'A/B testing, c'est de se dire, on a notre score actuel aujourd'hui à 100%, on peut donc faire un A/B testing en séparant en deux les appels à notre score,
on fait 50% à l'appel du nouveau score, 50% à l'ancien, et sur les différentes métriques, on regarde si c'est concluant, et si c'est concluant, on déploie le nouveau modèle. J'ai mis une petite alerte de pourcentage. Ça dépend bien évidemment du contexte, si on a assez de volume, parce qu'on sait bien que quand on veut faire des tests statistiques sur des métriques, il faut une représentativité, enfin un échantillon assez important pour pouvoir comparer les choses. Encore une fois, nous, avec Dataiku, on est capable de le faire assez facilement, mais bien évidemment, derrière c'est du Python, on est capable aussi de le faire grâce à du code Python ou R. On pourrait éventuellement, on ne le fera jamais, mais on pourrait éventuellement, pour pallier à l'effet, je vais y arriver, comment ça s'appelle, de l'inférence des refus, on pourrait imaginer aussi mettre un score à 50% et aucun score à 50%, et comme ça nous permettrait sur ces 50% qu'on a laissés sans aucun score d'avoir de la matière pour apprendre et pallier à l'effet de l'inférence des refus. Donc voilà un peu comment nous, on met en place tout ça chez Floa en termes de suivi de nos scores et de réapprentissage. Et du coup, je laisse Virginie conclure sur cette partie avec quelles sont nos perspectives pour la suite. Merci Vincent. Comme vient de le démontrer Vincent, tout le travail qu'on fait aujourd'hui repose sur une hypothèse assez forte qui est que le passé, aussi proche est-il, ne se répète pas forcément. Et cette hypothèse est forte et aujourd'hui, elle est encore plus remise en question puisqu'on est dans un contexte complètement nouveau, dans des situations qu'on ne connaît pas. On a habituellement cette représentation quand on modélise un score, on a ce cercle vertueux où on observe, on mesure, on analyse, etc. Donc ce cercle-là permet à chaque itération de travailler mieux systématiquement, mais effectivement, il y a une certaine limite sur la reproduction du passé. Et pour prendre en compte aujourd'hui toutes les nouvelles tendances qu'on voit apparaître, évidemment très liées au contexte sanitaire et aux impacts économiques qui en découlent, on a besoin, on a envie, il est nécessaire, je vais dire ça comme ça, d'anticiper davantage ces changements pour aller plus vite, pour qu'on puisse apprendre et avoir des modèles qui soient vraiment idéaux, j'ai envie de dire, beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant, à attendre que l'observation soit là pour la mesurer et potentiellement analyser, améliorer. Donc l'idée, c'est de faire plus vite. Le temps d'observation doit être de plus en plus court pour pouvoir challenger un nouveau modèle. Et quelque part, comme on n'a pas le temps d'observer, on va essayer de projeter l'incertitude. C'est tenter de modéliser les déformations avant même de pouvoir les constater. Voilà. Donc on a quelques pistes de réflexion là-dessus. En termes de projection de l'incertitude, on commence à s'intéresser au fake data, tout ce qui est création de données virtuelles, en intégrant des informations plus macroéconomiques sur l'évolution globale qu'on peut constater dans la société. Voilà. La deuxième idée sur laquelle on travaille, mais qui est un petit peu plus délicate, est le travail sur les modèles statistiques et stochastiques particulièrement, avec beaucoup d'hypothèses en entrée, des hypothèses multiples qui peuvent parfois amener à des modèles qui ne sont pas très stables. Donc pour l'instant, on n'est pas très confort sur cette deuxième piste, mais il faut qu'on la travaille. En tout cas, l'idée, on va dire la philosophie du sujet, c'est l'idée de modéliser des données qui vont nous servir à modéliser. Voilà, donc si je reprends le cercle vertueux auquel on se rattache souvent, on essaye d'aller plus vite, donc c'est la flèche supérieure que j'ai fait, où on essaye de paralléliser finalement les observations, les mesures, en mettant en place l'A/B test, comme l'a expliqué Vincent, où on travaille sur plusieurs modèles en même temps. On a des systèmes de population test, on essaye de travailler l'inférence des refus également, pour pouvoir analyser plus vite. L'idée, c'est d'aller encore plus vite, et de créer des données qui soient la simulation du futur et du coup de nous permettre d'avoir des résultats, des analyses, des améliorations avant même que les événements ne se soient produits.
Ça reste des pistes de réflexion. Aujourd'hui, on commence seulement à travailler cette partie-là. Si des étudiants, des chercheurs sont intéressés par ces sujets, voilà, on est prêt chez FloaBank à discuter sur du travail data en laboratoire. Merci, on en a terminé avec cette présentation. Je ne sais pas s'il reste un peu de temps pour les questions, parce qu'il y avait un peu de retard. Bien sûr qu'il reste des questions, il reste du temps. Alors, je vous laisse le temps pour éventuellement rédiger une petite question sur le chat de YouTube. Donc, merci pour cette présentation à deux, très intéressante. En attendant, je vais peut-être poser la mienne, puisqu'on a un peu de temps avant quelques minutes à peine. Donc, 2 drifts possibles. Vous avez parlé du drift basé sur les propriétés statistiques de la variable cible et puis celle des variables explicatives. Est-ce que ce n'est pas réducteur? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer qu'il y ait un drift du lien entre les deux? Est-ce que vous envisagez ça aussi, typiquement, du coup, un drift du modèle lui-même, peut-être? Je sais pas. Alors du coup, c'est vrai que nous, pour l'instant, ce qu'on suit vraiment, alors en effet, ça va être un peu lié à l'ouverture que Virginie a pu faire, mais pour le moment, c'est vrai qu'on suit beaucoup plus le drift des variables cibles, parce que, bon, alors que ça soit lié carrément à un comportement client ou que ça soit lié à vraiment un vrai comportement des clients, là, ça, on le suit, on arrive bien à le détecter, mais en effet, le lien entre les deux, on n'a pas encore, sur cette partie-là, étudié cette possibilité-là. Et en effet, ça peut avoir sûrement un intérêt, notamment avec ces histoires de Covid-19 qui peuvent avoir un impact qui n'est pas encore forcément visible tout de suite, mais qui pourra l'être dans l'avenir. Et non, pour le moment, on n'a pas forcément étudié ce lien qu'il pourrait y avoir. Alors après, je pense que c'est pris dans le modèle, mais voilà. D'accord. Alors j'ai une question qui vient d'arriver. Prévoyez-vous un test AB avec une population sans score? Alors, c'est effectivement un de mes rêves, mais je ne suis pas sûre que la direction générale accepte que tous les crédits soient distribués de manière ouverte. C'est le test, justement. C'est le test. C'est des idées qu'on a effectivement en laboratoire. Il y aura toujours forcément quelques règles légales qu'on sera obligé de mettre en place et de filtrer une partie de la population, mais ce sont des tests, oui, qui sont prévus. Alors, une toute dernière petite question personnelle. Dans les tests AB, j'imagine que vous les faites non stochastiques, vous répartissez les populations. Est-ce que vous avez envisagé de faire des choses de type bandit-manchot ou algo-stochastique pour faire évoluer la proportion des individus à qui vous soumettez le nouveau score de prédiction en proportion variant en fonction des résultats? Alors, c'est une bonne remarque. Ce n'est pas quelque chose pour l'instant qu'on fait et qu'on a étudié pour le moment, mais ça peut être une piste en effet d'amélioration, un peu comme le fait Facebook. En effet, avec ses recommandations de pub, au fur et à mesure, il cible de plus en plus les meilleures personnes. Donc, ouais, on n'est pas encore sur cette partie-là, mais en effet, je pense que ça peut être une piste d'amélioration qui est intéressante, en effet. Oui. Recentrer au fur et à mesure. Sur cette partie-là, on va être aussi, dans le cadre des modèles sur le crédit, en tout cas sur la solvabilité, on va être limité par la nécessité légale de pouvoir suivre quel est le score qui a accepté tel ou tel consommateur. Donc on a aussi la problématique de pouvoir pister tous les cas qu'on a pu mettre en place. Bien sûr. Bon. Mais merci pour votre présentation. Merci beaucoup. Très intéressante. Donc, voilà, 30 secondes. J'espère que cette fois, on va les tenir pour changer l'orateur. Merci.